Ma fille Élodie m'a regardé droit dans les yeux, un sourire figé sur les lèvres, et m'a tendu ce sac en papier craft tout froissé, comme si elle s'en débarrassait. Elle venait pourtant quelques secondes plus tôt de glisser un diamant de 20 000 € au doigt de sa belle-mère. Ils pensaient tous que mon silence était une marque de faiblesse, une habitude de mère trop aimante et un peu démodée. Ils ne savaient pas que ce jour-là, sous le soleil écrasant de la Provence, j'allais décider de fermer définitivement les vannes de leur petit paradis doré. 25 000 €, c'était le prix de leur mépris, s'affichant en toutes lettres sur l'écran de mon téléphone, pendant qu'ils trinquaient à ma santé avec mon propre argent. J'avais devant moi la preuve concrète que pour eux je n'étais plus une mère, mais une simple caisse automatique. Le soleil de juin tapait fort sur la terrasse de la villa, une de ces bâtisses en pierre sèche qui coûtent une fortune à entretenir et que Geneviève, la belle-mère de ma fille, aimait appeler son petit refuge. Tout n'était que luxe et faux-semblant. Les nappes en lin blanc, impeccable le cristal qui tintait sous la brise légère, et cette odeur de lavande qui d'ordinaire m'apaisait, mais qui me semblait ce jour-là particulièrement écœurante. C'était la fête des mères, un moment que j'avais imaginé simple, entouré des miens, après des mois de travail acharné pour faire tourner ma maison de décoration d'intérieur. Mais ici, chez Geneviève, la simplicité n'avait pas droit de citer. Ma fille Élodie était resplendissante dans sa robe de soie, une pièce de créateur que je lui avais offerte pour son anniversaire l'année dernière. Elle se déplaçait avec cette aisance des gens qui n'ont jamais eu à s'inquiéter du lendemain. Une grâce que j'avais moi-même financée à coups de journées de 12 heures et de nuits blanches. À ses côtés, son mari, mon beau-fils Bastien, affichait ce sourire suffisant que je lui connaissais bien. Il ajustait les revers de sa veste en lin, l'air de celui qui possède le monde, alors qu'il n'avait jamais réussi à faire fructifier la moindre de ses entreprises, sans que je doive dans l'ombre éponger ses dettes. Le moment des cadeaux est arrivé. C'était le clou du spectacle pour Geneviève, sa belle-mère. Élodie s'est levée avec une sorte d'excitation théâtrale, tenant dans ses mains un petit écrin de velours bleu profond. Elle l'a posé devant Geneviève avec une dévotion que je ne lui avais jamais vue à mon égard. Sa belle-mère a ouvert la boîte et le soleil a immédiatement fait scintiller une bague imposante, un diamant d'une pureté insolente, monté sur de l'or blanc. Le silence s'est fait sur la terrasse, seulement interrompu par les exclamations ravies de l'assistance. 20 000 € au bas mot, murmurai-je en moi-même, reconnaissant le style d'un grand joaillier de la place Vendôme. Geneviève a porté la main à sa bouche, feignant une surprise qu'elle attendait sans doute depuis des semaines. Elle a glissé le bijou à son doigt, le faisant pivoter pour que chaque facette attrape la lumière. « Merci, ma chérie, c'est absolument divin », a-t-elle lancé en embrassant Élodie sur les 2 joues. Puis, comme si cela ne suffisait pas, Bastien a sorti une enveloppe contenant des billets pour une croisière en première classe autour des îles grecques. Ils étaient là, tous les 3, formant un cercle de privilèges et de sourires complices, sous les applaudissements des quelques amis voisins, invités pour l'occasion. J'attendais mon tour, le cœur un peu serré, mais pleine d'espoir. Après tout, Élodie restait ma fille, mon unique enfant pour qui j'avais tout sacrifié. Elle s'est tournée vers moi, son expression changeant du tout au tout, devenant presque distraite, presque agacée. « Ah, maman, tiens, j'ai failli oublier », a-t-elle dit, en ramassant un sac en papier qui traînait sous sa chaise, un vieux sac de pharmacie ou de supérette marqué par des plis disgracieux. Elle me l'a tendu sans même me regarder, déjà repartie dans une conversation avec Geneviève sur les escales prévues pour la croisière. Mes mains tremblaient légèrement en ouvrant le sac. À l'intérieur, j'ai trouvé une fleur en plastique rouge,
de celles qu'on trouve dans les bazars bon marché pour quelques euros. Les pétales étaient mal collés et une fine couche de poussière semblait s'être déposée sur les feuilles synthétiques. Il y avait aussi une petite carte, une carte de vœux générique avec un message imprimé sur laquelle elle avait simplement griffonné son prénom à la va-vite sans même un « maman, je t'aime » ou un « merci ». Je suis restée là, la fleur en plastique à la main, sentant le vide se creuser dans ma poitrine. Geneviève, sa belle-mère, a jeté un regard oblique vers mon cadeau et a laissé échapper un petit rire étouffé, celui qu'on réserve aux domestiques ou aux gens que l'on juge en dessous de soi. « C'est charmant, Céline », a-t-elle dit d'un ton mielleux qui dégoulinait d'ironie. La simplicité est tellement rafraîchissante, surtout chez les gens qui ont le sens des affaires. On voit que vous ne vous encombrez pas de fioritures inutiles. C'est le geste qui compte, n'est-ce pas? Ma fille Élodie a acquiescé en riant, sans même prendre la peine de me défendre. Oui, maman a toujours été très terre à terre, a-t-elle ajouté en se servant une nouvelle coupe de champagne. Elle n'a pas besoin de grand-chose pour être contente. J'ai serré la tige en plastique entre mes doigts, sentant la colère monter, une colère froide et lucide, qui commençait à chasser la tristesse. Je repensais à tous les virements que j'avais faits ce mois-ci, aux factures d'Élodie, que je payais sans poser de questions, aux vacances qu'elle s'offrait grâce à ma générosité. C'est à ce moment précis que mon téléphone posé discrètement sur mes genoux sous la nappe a vibré. Une notification de ma banque. J'ai jeté un coup d'œil rapide. C'était une alerte pour une transaction inhabituelle sur la carte de crédit de l'entreprise. Celle que j'avais confiée à Élodie pour les urgences professionnelles, puisqu'elle était censée m'aider de temps en temps à la gestion de la boutique. Le montant s'affichait en caractères gras 25 000 €. Le lieu de l'achat, une célèbre bijouterie de luxe. Le choc a été comme une décharge électrique. Tout s'éclairait brusquement. La bague, les billets de croisière, le repas somptueux qui nous était servi. Rien de tout cela ne venait de leurs économies. Ils n'en avaient pas. Tout cela venait de mon travail, de ma sueur détournée cyniquement pour m'humilier en public. Élodie riait aux éclats d'une plaisanterie de son mari, mon beau-fils Bastien, tandis que Geneviève admirait son nouveau diamant, celui que je venais sans le savoir de lui payer. Elle se moquait de ma simplicité alors qu'elle vivait de ma bourse, comme des parasites bien habillés. Je me suis souvenu de l'époque où j'avais lancé ma première petite boutique. Élodie était petite, et je passais mes journées à courir entre les fournisseurs, et la crèche me privant de tout pour qu'elle ne manque de rien. J'avais gravi les échelons un à un, avec honnêteté, en me forgeant une réputation de fer dans le milieu de la décoration française. Et voilà le résultat, une fleur en plastique à 5 € et une trahison à 25 000. La coupe était pleine. Geneviève a fait teinter son verre pour attirer l'attention de tout le monde. « Portons un toast à la réussite et à la famille », a-t-elle déclamé avec emphase. Bastien a levé son verre bien haut, son regard croisant le mien, un court instant. J'y ai lu une sorte de défi, ou peut-être pensait-il que je ne me rendrais compte de rien, avant le prochain relevé bancaire dans un mois. Il me prenait pour une vieille femme distraite, trop occupée par ses tissus et ses meubles, pour surveiller ses comptes de prêt. Je n'ai pas levé mon verre. Je suis restée immobile, observant ces visages que je pensais connaître. Ma fille Élodie évitait soigneusement mon regard maintenant, préférant se concentrer sur son assiette de homard. Elle savait parfaitement ce qu'elle avait fait. Elle pensait sans doute que je pardonnerais encore comme je l'avais toujours fait, que je pleurerais peut-être un peu dans mon coin, mais que je finirais par signer le prochain chèque pour éviter le scandale. Mais quelque chose s'était brisé définitivement. Ce n'était pas seulement une question d'argent, c'était le mépris total de mon existence en tant que personne.
Pour eux, je n'avais plus de visage. Je n'étais qu'un chiffre sur un compte en banque. Leurs sourires me semblaient être maintenant des grimaces grotesques. La villa elle-même me paraissait être un décor de théâtre prêt à s'effondrer. Alors, sans dire un mot, j'ai posé la fleur en plastique, bien en évidence, sur le milieu de la table, juste à côté du seau à champagne en argent. Le contraste était saisissant, presque comique. J'ai ramassé mon sac à main, le sentant plus lourd que d'ordinaire, comme lesté par la décision que je venais de prendre. Je me suis levée lentement, lissant ma jupe avec une dignité que personne ici ne semblait plus posséder. « Maman, tu pars déjà » a demandé Élodie, une pointe d'inquiétude perçant enfin sa voix. Elle avait dû remarquer l'expression de mon visage, ce calme plat qui précède les tempêtes les plus dévastatrices. Je ne lui ai pas répondu. J'ai simplement tourné les talons, le bruit de mes talons sur les dalles de pierre, résonnant comme un compte à rebours. J'ai traversé le jardin fleuri sans un regard en arrière pour cette assemblée de faux jetons. En montant dans ma voiture, j'ai pris une grande inspiration. L'air me semblait soudain plus léger malgré la chaleur. Le temps de la complaisance était terminé. Demain, le réveil serait brutal pour les habitants de cette ville-là, car la banque de la tendresse venait de fermer ses portes. La lourde porte en chêne de mon appartement du 7e arrondissement s'est refermée dans un silence qui m'a semblé pour la première fois assourdissant. D'habitude, ce silence était mon luxe, ma récompense. Après des journées passées à négocier des contrats ou à superviser des chantiers de rénovation. Mais ce soir-là, en rentrant de Provence, ce vide me giflait le visage. J'ai posé mes clés sur la console en marbre de l'entrée A, sans allumer la lumière. Je suis restée là debout dans l'obscurité, le souffle court, sentant encore sur ma peau l'humiliation de cette terrasse ensoleillée et le poids dérisoire de cette fleur en plastique que j'avais abandonnée là-bas. J'ai fini par avancer vers mon bureau 7 pièces, où j'avais passé tant de nuits à bâtir mon empire, centimètre par centimètre. J'ai allumé la petite lampe de bureau en laiton, celle qui diffuse une lumière tamisée, et j'ai regardé les photos sur le mur. Il y avait ma fille Élodie, à tous les âges. À sa remise de diplôme lors de son premier appartement souriante éclatante. Je pensais l'avoir aidée à s'envoler, mais je réalisais brusquement que je n'avais fait que lui construire une cage dorée dont j'étais la seule gardienne et la seule créancière. Ma main a tremblé en saisissant mon téléphone. Il était tard, mais je savais que mon vieil ami et conseiller ne dormirait pas encore. Maître Lefebvre, mon notaire et avocat depuis plus de 20 ans, a décroché à la 3e tonalité. Sa voix était calme, posée comme toujours. « Céline, il est presque minuit, est-ce que tout va bien ?» demanda-t-il avec une pointe d'inquiétude. Je me suis assise lourdement dans mon fauteuil en cuir, sentant mes forces m'abandonner. « Non, Jacques, rien ne va plus » ai-je répondu d'une voix que je ne reconnaissais pas moi-même. « J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi dès demain matin, à la première heure. Je veux un audit complet chirurgical de tout ce que j'ai versé à Élodie et à son mari ces 15 dernières années. Hein. Tout, Jacques. Les virements, les factures payées, les cautions, les dettes épongées. Je veux le chiffre exact du prix de mon aveuglement. » Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. « Tu es sûre de toi, Céline ?» murmura-t-il enfin. « Tu sais que remuer ce genre de choses peut faire très mal. » « Je suis plus que sûre, Jacques, ai-je tranché. Je viens de recevoir une fleur en plastique à 5 € en échange d'une bague à 20 000 € que j'ai payée sans le savoir. Le temps de la diplomatie est terminé. » Jacques a soupiré un soupir de vieux sage qui a déjà vu trop de familles se déchirer pour l'argent. « Très bien, je m'en occupe. Je t'envoie tout cela par coursier dès que mes collaborateurs auront fini d'extraire les données de tes comptes personnels et de ceux de la société. » Le lendemain, le soleil de Paris était gris et pluvieux parfaitement, en accord avec mon humeur. Je n'étais pas allée à la boutique. Je ne pouvais pas voir mes employés, je ne pouvais pas faire semblant de m'intéresser à des échantillons de tissus ou à des catalogues de meubles italiens. J'attendais.
Vers 14 heures, la sonnerie de l'interphone a retenti. Un jeune homme en casque m'a tendu une épaisse enveloppe, scellée à la cire. J'ai refermé la porte, je me suis préparé une tasse de thé que je n'ai pas bu, et je me suis installée à nouveau dans mon bureau. J'ai ouvert l'enveloppe avec un coupe-papier en argent, les mains étrangement moites. Les premières pages étaient consacrées aux études d'Élodie. Des écoles de commerce privées prestigieuses, des séjours linguistiques à Londres et à New York, des appartements d'étudiantes dans les plus beaux quartiers. Les chiffres s'alignaient froids et impitoyables. Puis vinrent les cadeaux. La voiture pour ses 20 ans, le premier apport pour leur appartement actuel, les frais de mariage somptueux, dans un château de la Loire que j'avais réglé jusqu'au dernier centime. Mon regard s'est ensuite arrêté sur une section intitulée « Avance sur héritage et aide exceptionnelle ». C'était là que le gouffre se creusait vraiment. Je voyais défiler les renflouements des entreprises ratées, de Bastien mon beau-fils. Des dizaines de milliers d'euros versés pour couvrir des découverts, pour payer des fournisseurs en colère, pour éviter des saisies qu'il me cachait en pleurant sur l'épaule de ma fille. Élodie venait me voir la mine défaite, me disant que Bastien était un génie incompris, qu'il manquait juste d'un peu de trésorerie. Et moi, comme une sotte, je signais. Je signais parce que je voulais qu'elle soit heureuse, parce que je voulais qu'elle soit fière de son mari, et surtout parce que je voulais compenser mon absence passée. En lisant ces lignes, des souvenirs me revenaient avec une clarté brutale. Je me revoyais dans l'atelier à 22 heures, en train de vérifier des coutures sur des rideaux de luxe, alors qu'Élodie m'envoyait des photos d'elle, en train de faire les boutiques, sur l'avenue Montaigne, avec les cartes de crédit de la société. Je me souvenais de ma fatigue, de mes maux de dos, de mes repas sautés, pour économiser du temps tout cela, pour que mademoiselle puisse mener la vie d'une princesse de sang royal. J'avais ôté le moteur de leur existence luxueuse, et ils m'avaient traité comme un simple carburant. J'ai tourné la dernière page du rapport de Jacques. Le total était écrit en gras en bas à droite. 412 000 euros. Ce n'était pas seulement une somme d'argent. C'était le prix d'une vie de labeur, c'était le montant de ma sueur et de mes sacrifices, transformés en mépris et en arrogance. 412 000 euros pour nourrir 2 parasites qui n'avaient pas eu la décence de m'offrir un bouquet de fleurs fraîches à 10 euros pour la fête des mères. Mon cœur s'est serré, non pas de tristesse mais d'une rage froide cristalline. Mais le plus dur restait à venir. À la fin du dossier, Jacques avait ajouté une note manuscrite. « Céline, regarde attentivement les relevés de ta filiale de distribution de mobilier. Il y a des mouvements suspects. J'ai ouvert le second dossier, celui qui concernait les comptes professionnels. Mes yeux ont parcouru les colonnes de chiffres. Des retraits réguliers des virements vers un compte inconnu intitulé « Société de conseil GP ». J'ai cherché dans ma mémoire. Je ne connaissais aucune société de ce nom parmi mes prestataires habituels. J'ai repris mon téléphone et j'ai appelé Jacques à nouveau. « Jacques, c'est quoi cette société de conseil GP ?» ai-je demandé d'un ton sec. « J'ai fait faire des recherches par mon cabinet, Céline. » répondit-il avec une hésitation dans la voix. « GP, ce sont les initiales de Geneviève Petitot, la mère de Bastien. Ton beau-fils a mis en place un système de fausses factures depuis ta filiale pour transférer de l'argent directement sur le compte de sa mère. Il a profité de la procuration que tu lui avais laissée l'année dernière, quand tu étais à l'hôpital pour ton opération de la hanche. Le monde a semblé basculer autour de moi. Ce n'était plus seulement de la reconnaissance ou de la paresse, c'était du vol. Bastien, ce petit monsieur si poli, si élégant dans ses costumes, que je lui payais piochait dans ma caisse pour entretenir le train de vie de sa propre mère, pendant que celle-ci se moquait de ma simplicité. Et Élodie, ma propre fille, était-elle au courant? L'idée qu'elle puisse être complice de cette spoliation m'a donné la nausée.
J'ai fermé les yeux, sentant les larmes brûler mes paupières, mais je me suis interdit de pleurer. Les larmes n'auraient été qu'une faiblesse de plus. J'ai repensé à la bague. Cette bague que j'avais payée 20 000 € la veille. C'était la goutte d'eau qui faisait déborder un vase, déjà rempli de trahison. Ils avaient planifié cela, ils avaient attendu que je sois vulnérable, que je sois fatiguée pour se servir à pleine main. Ils pensaient que ma générosité était une source inépuisable, un puits sans fond, où ils pourraient puiser éternellement, sans jamais rendre de compte. Ils se trompèrent lourdement. Je me suis levée et j'ai marché jusqu'à la fenêtre, qui donnait sur les toits de Paris. La tour Eiffel scintillait au loin, mais je ne voyais que les visages de ces 3 personnes, sur la terrasse en Provence. Je voyais leur suffisance, leur mépris, cachés derrière des sourires de façade. Ils m'avaient prise pour une proie, pour une vieille femme que l'on plume avant de la jeter aux oubliettes. J'ai posé ma main sur le dossier de ma chaise, serrant le cuir avec force. Ma décision était prise, et elle serait irrévocable. J'ai repris le dossier de Jacques, et je l'ai refermé avec un bruit sec qui a résonné dans la pièce comme un coup de feu. Je n'étais plus la mère protectrice et indulgente. Je n'étais plus la pourvoyeuse de fonds aveuglée par l'affection. J'étais redevenue la femme d'affaires implacable qui avait réussi à s'imposer dans un monde d'hommes. J'ai murmuré pour moi-même dans le silence de mon bureau. Il est temps de fermer cette banque de la charité. Et le remboursement va être extrêmement douloureux pour tout le monde. Le lundi matin, je suis arrivée à mes bureaux de la rue du Faubourg Saint-Honoré, avec une détermination que je n'avais pas ressentie depuis la création de mon entreprise. J'ai réuni mes plus proches collaborateurs dans la salle de réunion, celle-là même, où j'avais fêté il y a 2 ans le premier million de bénéfices. Leurs visages étaient interrogateurs. J'ai posé mes mains à plat sur la table en acajou et j'ai annoncé d'une voix calme et sans trembler que je prenais ma retraite avec effet immédiat. Un silence de plomb s'est installé. On entendait seulement le tic-tac de la pendule ancienne au mur. Je leur ai expliqué que la société allait être vendue à un groupe d'investissement scandinave avec lequel je négociais secrètement depuis 48 heures. Les rumeurs se sont propagées comme une traînée de poudre dans tout Paris, provoquant une onde de choc dans le milieu de la décoration de luxe. Dans l'ombre de mon bureau, j'ai passé la matinée avec mon notaire maître Lefebvre pour finaliser les clauses de confidentialité. Personne ne devait savoir, pas même ma fille Élodie, que j'allais toucher une somme colossale tout en me déchargeant de toute responsabilité juridique. Je voulais disparaître du radar financier de ma famille. Jacques, mon ami de longue date, m'observait par-dessus ses lunettes. « Tu es en train de couper les ponts de manière radicale, Céline ?» souffla-t-il en signant un document. « Je ne coupe pas les ponts, Jacques. Je retire simplement le bois qui entretient un incendie que je n'ai pas allumé. » Ai-je répliqué en rangeant mon stylo. C'était la première étape de mon plan devenir invisible, devenir une cible mouvante, pour ceux qui me croyaient éternellement disponible. L'après-midi même, j'ai passé un appel à ma banque. J'ai demandé la suspension immédiate de toutes les cartes bancaires secondaires rattachées à mon compte professionnel. C'était celle qu'Élodie et son mari, mon beau-fils Bastien, utilisaient pour leur train de vie quotidien. J'ai prétexté un audit de sécurité informatique majeur, imposé par les nouveaux acheteurs de ma société. Le conseiller m'a assuré que les cartes seraient désactivées dans l'heure. Je me suis imaginé la scène E2 quelque part dans un restaurant étoilé ou une boutique de luxe, tendant une carte qui soudain ne serait plus qu'un morceau de plastique inutile. C'était un sentiment étrange, un mélange de tristesse et de libération. Le téléphone a sonné moins de 2 heures plus tard. C'était Élodie. Je voyais son nom s'afficher sur l'écran, mais j'ai laissé sonner 3 fois avant de décrocher. « Maman, c'est incroyable.
Ma carte vient d'être refusée chez Chanel, piailla-t-elle à l'autre bout du fil, la voix chargée d'une indignation presque comique. J'ai une robe en attente et la vendeuse me regarde, comme si j'étais une voleuse. J'ai pris une petite gorgée de thé, savourant le calme de mon appartement. « Ah, c'est fâcheux, ma chérie !» ai-je répondu d'un ton détaché. La banque m'a prévenu qu'il faisait des vérifications de sécurité sur tous les comptes à cause de la vente de l'entreprise. Tu vas devoir utiliser ton propre compte pour aujourd'hui. Mais je n'ai rien sur mon compte personnel, maman. Tu le sais bien, s'écria-t-elle. Je suis désolée, Élodie. Je suis en pleine réunion de signature. Je ne peux pas m'en occuper maintenant. Débrouille-toi, ai-je lâché, avant de raccrocher doucement. Pendant ce temps, mon beau-fils Bastien recevait une autre sorte de nouvelle. J'avais donné des instructions fermes à mon service juridique pour mettre fin à tous les contrats de complaisance que ma société entretenait avec sa petite structure de conseil. Ces contrats étaient le seul revenu stable de Bastien depuis des années. Sans ces versements mensuels, son entreprise n'était qu'une coquille vide, criblée de dettes. J'ai appris plus tard par ma secrétaire qu'il avait tenté de forcer l'entrée de mon bureau. Mais je n'étais déjà plus là. J'avais déjà commencé à vider mes tiroirs emportant avec moi les souvenirs qui comptaient vraiment, et laissant derrière moi les dossiers de cette vie de façade. Le soir venu, j'ai accompli l'acte le plus symbolique de cette journée. Je me suis rendue dans la chambre forte de ma demeure, là où sont conservés les bijoux de famille des pièces que j'avais héritées de ma propre mère et que j'avais complétées au fil de ma carrière. Élodie avait toujours eu le code, elle venait parfois y emprunter une parure pour ses soirées mondaines avec sa belle-mère Geneviève. J'ai tapé l'ancien code, j'ai entendu le mécanisme s'enclencher. Puis j'ai procédé au changement de la combinaison. J'ai choisi une date que personne ne pourrait deviner, pas même elle. Désormais, le coffre était verrouillé pour tous, sauf pour moi. C'était ma façon de dire que le patrimoine n'était plus un libre service. J'étais à peine rentrée dans mon salon quand j'ai entendu le vacarme dans l'entrée de l'immeuble. Bastien avait réussi à monter probablement en suivant un voisin. Il frappait à ma porte comme un forcené. « Céline, ouvrez-moi » hurla-t-il à travers le bois massif. J'ai une échéance de près de 40 000 € qui tombe demain matin, et la banque me dit que mon compte est bloqué. Il criait si fort que les voisins commençaient à sortir sur le palier. Je suis restée assise dans mon fauteuil, dans le noir, observant les lumières de la ville. Ces cris étaient ceux d'un homme qui voit son château de cartes s'effondrer. Il n'y avait plus de mère protectrice pour payer les pots cassés. Il n'y avait plus que le silence et les conséquences de ses propres actes. J'ai fermé les yeux, sachant que ce n'était que le début de leur longue chute vers la réalité. L'orage ne venait pas du ciel, mais du téléphone qui ne cessait de vibrer sur le guéridon de l'entrée. Geneviève, la belle-mère d'Élodie, m'appelait pour la 10e fois de la matinée. D'ordinaire si prompte à m'ignorer ou à me gratifier d'un hochement de tête condescendant, elle semblait soudain avoir retrouvé mon numéro, avec une ferveur suspecte. J'ai fini par décrocher, calant l'appareil contre mon oreille, tout en observant les reflets de la pluie sur les vitres de mon salon. « Céline, ma chère, il doit y avoir une erreur monumentale. » Commença-t-elle sans même me saluer la voix pincée, par une colère qu'elle tentait de masquer sous une politesse de façade. Le virement pour mon association de sauvegarde du patrimoine n'est pas passé ce matin. Le trésorier est dans tous ses états, et mon dîner de gala est dans 3 jours. J'ai pris le temps de m'asseoir dans mon fauteuil, savourant ce moment de bascule. Je crains que ce ne soit pas une erreur. Geneviève, ai-je répondu d'un ton que je voulais le plus lasse possible. Les temps sont difficiles pour tout le monde. Il y a eu un silence glacial, à l'autre bout du fil, le genre de silence qui précède les tempêtes, dans la haute société. Mais enfin, vous ne vous rendez pas compte des engagements que j'ai pris en votre nom. S'indigna-t-elle, perdant un peu de sa superbe. C'est une question de réputation, de dignité.
J'ai simplement murmuré que la dignité ne se payait pas avec des chèques en blanc avant de raccrocher proprement. Je savais que les chiens de garde n'allaient pas tarder à aboyer à ma porte. Ils sont arrivés en fin d'après-midi, comme je l'avais prévu. Élodie et Bastien ont fait irruption dans mon appartement sans même sonner, utilisant encore leur vieux double des clés, que je n'avais pas encore changé. Ma fille m'avait les traits tirés, ses yeux, habituellement si froids, étaient maintenant embués d'une panique sincère, tandis que Bastien marchait derrière elle, le visage sombre comme un prédateur acculé. « Maman, c'est quoi ce cirque ?» s'écria Élodie en jetant son sac sur le canapé. « On vient de voir Geneviève. Elle est furieuse, et Bastien me dit que son entreprise est à l'arrêt parce que tu as coupé les contrats de distribution. On ne comprend rien. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis restée dans l'ombre de mon bureau, jouant le rôle de la femme brisée de la mère qui a tout perdu. J'ai laissé mes épaules s'affaisser, j'ai enlevé mes lunettes pour me frotter les yeux, avec une lenteur calculée. « Approchez-vous, mes enfants !» ai-je soufflé d'une voix sourde, presque brisée. Je ne voulais pas vous le dire si tôt, mais la situation est catastrophique. La vente de la société, tout a capoté. Les auditeurs ont trouvé des irrégularités massives. Je suis ruinée, Élodie. Je vais devoir vendre cet appartement et probablement tout ce que je possède pour payer les créanciers. J'ai vu Bastien blêmir instantanément, tandis qu'Élodie s'asseyait sur le bord d'une chaise, le regard fixe. Au lieu de me prendre dans ses bras, au lieu de me demander si j'allais bien, ma fille a eu une réaction qui m'a glacé le sang. « Mais tu ne peux pas faire ça, maman », lança-t-elle la voix montant dans les aigus. « On a des engagements, nous. On a un standing à tenir. Si les gens apprennent que tu es ruinée, qu'est-ce qu'on va devenir ? Je ne peux pas arriver au club de tennis et dire que ma mère a fait faillite. Tu te rends compte de l'image que ça donne de nous ? C'est d'un égoïsme pur, maman. Tu aurais dû nous protéger, nous mettre à l'abri, avant que tout ne s'écroule. » Elle ne parlait pas de ma douleur. Elle ne parlait que de sa place dans le monde, une place qu'elle n'avait jamais méritée. Bastien lui est passé à une étape plus sombre. Il s'est avancé vers mon bureau, posant ses mains sur le bois précieux, me surplombant de toute sa hauteur. « Écoutez, Céline !» gronda-t-il, « je ne crois pas un mot de votre histoire de ruine subite. Vous essayez de nous doubler pour garder le magot pour vous seul. Mais sachez que je ne me laisserai pas faire. J'ai des dossiers sur votre façon de gérer certaines importations. Si l'argent ne revient pas sur nos comptes d'ici demain soir, j'irai voir la presse spécialisée. Je raconterai tout sur vos petits arrangements de coulisses. » Il me menaçait ouvertement, utilisant des secrets qu'il avait lui-même inventés, pour me faire chanter, ignorant que j'avais déjà tout prévu. C'est à ce moment-là que j'ai discrètement appuyé sur le bouton de l'enregistreur, caché sous mon sous-main en cuir. Je voulais que chaque mot soit gravé. « Bastien, tu me menaces, alors que j'ai passé ma vie à te sortir de la boue !» ai-je murmuré, feignant d'être terrifiée. Élodie est intervenue, mais pas pour me défendre. « Il a raison, maman », siffla-t-elle en se levant à son tour. « Tu nous dois cette vie. Tu as passé tout ton temps à travailler quand j'étais petite. Tu n'étais jamais là pour mes anniversaires ou mes spectacles de danse. Tu as fait fortune sur mon dos sur le temps que tu ne m'as pas donné. Alors oui, tu nous dois une vie de luxe, c'est ta dette envers moi. C'est le prix de ton absence. » Leur visage était déformé par la cupidité et une forme de haine que je n'avais jamais voulu voir. Ils se tenaient là comme des vautours au-dessus d'un cadavre qu'ils croyaient encore chaud. Élodie a continué son réquisitoire listant toutes les fois où elle s'était sentie délaissée, transformant ses souvenirs en factures à payer. Elle pensait que son enfance était un capital qu'elle pouvait monnayer à l'infini, une excuse éternelle pour son parasitisme.
Bastien hochait la tête, l'air de dire que tout cela était parfaitement légitime, que mon travail n'était qu'une source de revenus, dont ils étaient les propriétaires de droit. J'ai ressenti un calme étrange, une clarté presque surnaturelle. Je les regardais, ces deux êtres que j'avais nourris, logés et choyés, et je ne voyais que des étrangers. La petite fille que j'avais aimée avait disparu derrière ce masque de cruauté mondaine. La douleur était là, bien sûr, lancinante, comme une vieille blessure, mais elle était recouverte par une résolution d'acier. Ils voulaient que je paie. Ils allaient être servis, mais pas de la manière dont ils l'imaginaient. La pièce semblait soudain trop petite pour nous trois, l'air saturé de leur mépris et de mes révélations à venir. J'ai éteint l'enregistreur d'un geste imperceptible et je me suis redressée sur mon siège. Mon dos ne me faisait plus souffrir, ma voix était revenue claire et tranchante. J'ai affiché un petit sourire amer, le genre de sourire qui précède les exécutions. Ainsi, c'est donc une dette que je dois honorer, ai-je répété en les fixant tour à tour. Une dette pour chaque minute où je n'étais pas là parce que je construisais ce que vous avez dilapidé sans compter. Eh bien, Élodie Bastien, sachez que je prends vos paroles très au sérieux. Puisque vous estimez que tout mon travail vous appartient, je vais m'assurer que vous receviez exactement ce que vous méritez. Cette dette-là, je vous jure que je vais la solder aujourd'hui et jusqu'au dernier centime. Le grand salon de l'hôtel Crillon étincelait sous les lustres en cristal de Bohême. C'était le décor parfait pour ce qu'Élodie imaginait être son couronnement. Elle circulait entre les buffets chargés de homards et de champagne millésimé, vêtue d'une robe de satin rouge qui criait sa victoire. À ses côtés, mon beau-fils Bastien affichait une assurance renouvelée, serrant des mains, distribuant des sourires, se comportant déjà comme le futur propriétaire des lieux. Il pensait que mes aveux de faiblesse de la veille n'étaient qu'un dernier soubresaut avant que je ne leur cède les clés du royaume. Même Geneviève, la belle-mère d'Élodie, était présente, arborant fièrement au doigt la bague en diamant que j'avais payée sans le savoir trônant au milieu d'un petit cercle de notables parisiens. Je les observais depuis le fond de la salle, un verre de vin blanc à la main, que je ne faisais que porter à mes lèvres. Je portais un tailleur noir sobre, élégant, une armure de soie, qui me donnait la force dont j'avais besoin. Maître Lefebvre, mon fidèle notaire, se tenait à mes côtés, une mallette de cuir noir serrée contre lui. « Tout est prêt, Céline », murmura-t-il à mon oreille. Je lui ai simplement fait un signe de tête. Le moment était venu de transformer cette célébration de la vanité en une leçon d'humilité qu'il n'oublierait jamais. Je me suis avancée vers le pupitre sous les applaudissements d'une foule qui ignorait tout du drame qui allait se jouer. « Maman, attends, je voulais dire quelques mots avant ton annonce », s'exclama Élodie en s'approchant du micro avec une hâte indécente. Elle pensait sans doute que j'allais annoncer son nom comme ma successeur officielle. Elle a commencé un discours mielleux sur la transmission, sur le courage de sa mère et sur la nouvelle ère qui s'ouvrait pour l'entreprise familiale. Je la regardais, sentant une immense pitié pour cette femme que j'avais élevée dans l'illusion du dû. « Merci, Élodie », ai-je dit en reprenant doucement le micro, ma voix résonnant, avec une clarté cristalline dans le silence soudain. « Je suis ravie que tu parles de transmission, car c'est précisément l'objet de cette soirée. J'ai fait un signe au technicien en régie. L'écran géant derrière moi, qui devait normalement projeter des souvenirs de ma carrière, s'est allumé brusquement. Mais ce ne furent pas des photos de boutiques ou de défilés qui apparurent. Ce fut un document comptable froid et implacable, intitulé « Rapport de legs et d'investissements familiaux ». La salle a murmuré, surprise par ce titre inhabituel. J'ai vu le sourire d'Élodie se figer, tandis que Bastien faisait un pas vers l'écran, les yeux écarquillés.
Ce que vous voyez là, ai-je lancé à l'Assemblée, c'est le bilan de 15 années de ce que je pensais être de l'amour maternel, mais qui n'était qu'une lente spoliation. Les colonnes de chiffres ont commencé à défiler. Frais de scolarité, voitures de luxe, renflouement de sociétés fictives, vacances à l'autre bout du monde. Le chiffre final est apparu en lettres de feu, 412 000 €. Un silence de mort est tombé sur le salon. Élodie est devenue livide. « Maman, qu'est-ce que tu fais ?» siffla-t-elle entre ses dents, essayant de me masquer la vue. Je l'ai écartée d'un geste ferme. J'annonce à mes amis et à mes partenaires que j'ai officiellement vendu ma société ce matin. Ai-je poursuivi, ignorant les visages décomposés de ma fille et de son mari. Et j'annonce également que l'intégralité du fruit de cette vente, ainsi que les fonds restants sur mes comptes personnels, sont légués dès ce soir à la Fondation pour les femmes seules entrepreneurs. Un tonnerre d'applaudissements a éclaté dans le fond de la salle, là où se trouvaient mes employés et quelques amis sincères. Mais devant moi, c'était le chaos. Bastien a tenté de monter sur l'estrade, le visage rouge de colère. « Vous êtes folle !» hurla-t-il, « vous n'avez pas le droit de nous dépouiller comme ça. » C'est à ce moment que Maître Lefebvre s'est avancé. « Monsieur, » dit-il d'une voix calme mais tranchante, « voici une notification officielle. Madame Céline a également déposé une plainte pour détournement de fonds concernant votre société de conseil. Tout sera examiné par la justice, mais le coup de grâce restait à venir. » Je me suis tournée vers Geneviève, qui se tenait immobile, la main serrée sur son sac de luxe. « Oh, et une dernière chose ai-je ajoutée au micro, pour que tout le monde entende. Maître Lefebvre, voulez-vous remettre ce document à ma fille ?» Le notaire a tendu une enveloppe à Élodie. « C'est la facture de la bague que porte votre belle-mère, ma chérie, » expliquai-je avec un calme olympien. 20 000 €, puisque tu as utilisé le compte de ma société sans autorisation pour l'acheter. Elle est désormais enregistrée comme une dette personnelle impayée de ta part envers les nouveaux acquéreurs. Ils attendent le remboursement intégral sous 48 heures, sans quoi ils engageront des poursuites pour vol. Le regard de Geneviève a croisé celui d'Élodie. La vieille aristocrate a blêmi, comprenant instantanément que sa réputation était en train de sombrer avec celle de sa belle-fille. Sans un mot, dans un geste d'une violence feutrée, elle a arraché la bague de son doigt et l'a jetée aux pieds d'Élodie. « Je ne veux pas de ce bijou de voleuse !» cracha-t-elle, avant de fendre la foule pour quitter la salle, laissant ma fille seule, au milieu du cercle, qui se refermait sur elle. Élodie a ramassé la bague, les larmes coulant sur son maquillage parfait, tandis que Bastien réalisait que son avenir de château de cartes venait de s'envoler. Je suis descendue de l'estrade, traversant le salon avec une sérénité que je n'avais pas ressentie depuis des décennies. Je ne les ai pas regardés. J'ai passé la porte de l'hôtel sentant le vent frais de la nuit parisienne sur mon visage. Derrière moi, le bruit de la fête continuait. Mais pour eux, la musique s'était arrêtée. Ils avaient voulu me traiter comme une ressource inépuisable. Ils allaient maintenant découvrir ce que signifie vivre sans racines et sans soutien. J'ai marché vers mon taxi. Sachant que le plus dur était fait, j'avais enfin racheté ma propre liberté. Le silence qui a suivi la soirée au crayon n'a pas duré longtemps. Dès le lendemain matin, le château de cartes de mon beau-fils Bastien a commencé à s'effondrer avec un fracas que l'on entendait dans tout le quartier. Sans mes contrats de complaisance et sans ma garantie bancaire, ses créanciers se sont jetés sur lui comme des loups sur une proie blessée. Les banques ont bloqué ses comptes professionnels en moins de 24 heures, réclamant le remboursement immédiat de plus de 200 000 € de découvert, qu'il avait accumulé en pensant que je couvrirais toujours ses arrières.
La chute était brutale sans filet, et il n'avait personne vers qui se tourner. J'étais dans mon bureau finissant d'emballer mes souvenirs personnels quand j'ai entendu les éclats de voix monter depuis le hall de l'immeuble. Bastien et Élodie, ma fille, se livraient une bataille féroce au milieu de leur salon jonché de sacs de luxe et de factures impayées. Je me suis approchée de la porte, entrebâillée, invisible dans l'ombre du couloir. « Tout est de ta faute !» hurlait Bastien, son visage déformé par une rage qu'il ne cherchait plus à cacher. « Ta mère est une folle, une vieille femme aigrie qui nous a trahis. Si tu avais su la gérer, si tu n'avais pas été aussi stupide avec cette bague, nous n'en serions pas là. » Élodie a répliqué avec une violence qui m'a surprise, sa voix brisée par les sanglots et l'incrédulité. « Ma mère, c'est toi qui l'as volée, Bastien. C'est toi qui as détourné l'argent pour ta mère, pour Geneviève. Et maintenant tu m'accuses. J'ai tout fait pour toi, j'ai menti pour toi. » C'est alors que le coup de grâce est tombé de la bouche même de celui qu'elle croyait être son partenaire. « Tu n'as servi qu'à m'ouvrir son carnet de chèques, » siffla-t-il avec un mépris glacial. « Tu crois vraiment que je serais restée avec une fille aussi superficielle et inutile si elle n'était pas l'héritière d'une fortune pareille? J'ai déjà une autre vie, Élodie. Une femme qui a de la classe et qui elle a de l'argent de son côté. Je comptais divorcer dès que j'aurais touché ma part du testament de ta mère. Le silence qui a suivi cette révélation était plus pesant qu'un cri. » Élodie est restée pétrifiée, réalisant que l'homme pour qui elle avait sacrifié notre relation n'était qu'un prédateur qui attendait sa mort sociale. Mais la journée n'était pas finie pour elle. Geneviève, sa belle-mère, est arrivée quelques minutes plus tard, non pas pour les consoler, mais pour récupérer ce qu'elle pouvait. Elle a jeté un regard dégoûté sur les cartons et les valises ouvertes. « Élodie, ma chère !» commença-t-elle de ce ton hautain, qui ne l'avait jamais quitté. Bastien vient de m'expliquer la situation. Il est hors de question que mon nom soit associé à ce scandale financier et à cette déchéance. Je vais demander à Bastien de s'installer provisoirement à la villa, mais seul. Tu comprendras que ta présence serait encombrante. Ma fille l'a regardé comme si elle la voyait pour la première fois. « Mais je n'ai nulle part où aller, Geneviève, » murmura-t-elle les mains tremblantes. « J'ai utilisé toutes mes économies pour vous plaire, pour vous offrir ce train de vie. » La vieille aristocrate a simplement haussé les épaules, en ajustant son foulard de soie. « C'était ton choix, pas le mien. Il faut savoir tenir son rang, et manifestement tu n'en as plus les moyens. » Elle a tourné les talons, suivie par un Bastien, qui n'a pas même accordé un regard à sa femme, emportant avec lui une dernière valise pleine d'objets de valeur. Je suis sortie de mon bureau à ce moment-là, mes propres bagages à la main. Élodie était effondrée sur le tapis perçant que je lui avais offert pour ses 30 ans. Elle a levé les yeux vers moi, espérant sans doute une étreinte, un pardon immédiat, un retour à la case départ. « Maman, aide-moi !» souffla-t-elle, je n'ai plus rien. Il a tout pris. J'ai posé un trousseau de clés sur le guéridon de l'entrée. Je quitte cet appartement aujourd'hui, Élodie, ai-je dit, d'une voix calme et ferme. Maître Lefebvre, mon notaire, a préparé les documents. Je te laisse l'usage de ce lieu pour les 6 prochains mois. Elle a eu un bref éclair de soulagement dans les yeux, mais je l'ai éteint immédiatement. Cependant, poursuivis-je, il y a une condition non négociable. Tu devras assumer seul tous les frais de fonctionnement, les charges de copropriété, l'électricité, le chauffage, les taxes foncières. Tout. Si tu manques un seul paiement, l'appartement sera mis en vente par l'agence et tu devras partir. Élodie a regardé les clés comme s'il s'agissait d'un fardeau. Mais maman, ça coûte des milliers d'euros par mois. Comment veux-tu que je fasse? Je n'ai jamais travaillé de ma vie. C'est un excellent moment pour commencer. Ai-je répondu en ouvrant la porte d'entrée. Avant de partir, j'ai vérifié une dernière chose sur ma tablette.
Une notification bancaire m'a confirmé ce que je craignais pour elle. Bastien, mon beau-fils, avait vidé le compte joint qu'il partageait quelques minutes avant que la banque ne bloque tout. Il avait laissé Élodie avec un découvert de 8 000 € et une pile de dettes de cartes de crédit à son nom. Elle se retrouvait dans un palais de marbre, entourée de sacs à main de luxe, qu'elle ne pourrait bientôt plus se payer sans un centime pour s'acheter de quoi manger. Je suis descendue dans la rue, laissant ma fille seule face à l'immensité de son vide intérieur. Le chauffeur m'attendait pour m'emmener loin de Paris. En jetant un dernier regard vers les fenêtres du 7e étage, j'ai vu la silhouette d'Élodie se découper contre la lumière du salon. Puis soudain tout s'est éteint. La compagnie d'électricité avait coupé le courant pour factures impayées, une procédure que j'avais moi-même accélérée, en résiliant mon contrat de prélèvement automatique le matin même. Élodie se tenait désormais dans le noir complet. Il n'y avait plus de lustre en cristal pour briller plus de champagne, pour oublier plus de flatteurs pour l'entourer. Dans la pénombre de ce grand appartement devenu glacial, elle n'avait plus qu'un seul objet entre les mains, celui qu'elle avait jeté avec tant de mépris, quelques jours plus tôt la fleur en plastique à 5 €. Elle était la seule avec sa propre valeur le prix exact de ce qu'elle était devenue, après avoir tout misé sur l'apparence. La leçon commençait enfin, et elle allait être aussi longue que la nuit qui s'annonçait. Le calme est enfin revenu, non pas comme un invité bruyant, mais comme une brume légère qui se pose sur l'eau au petit matin. Je m'étais installée dans une petite maison au bord du lac d'Annecy, loin du tumulte parisien et des faux sourires de la place Vendôme. Ici, les matins sentent le bois humide et le café frais, pas le parfum coûteux et l'angoisse des fins de mois. Je m'étais mise à la poterie. Il y avait quelque chose de profondément guérisseur dans le contact de la terre glaise, entre mes doigts, cette matière malléable qui, avec de la patience et de la fermeté, finit par prendre une forme solide et utile. C'était un peu ce que j'essayais de faire avec ma propre vie, après tant d'années passées à n'être que le pilier financier des autres. Pendant les 3 premiers mois, j'ai dû faire preuve d'une discipline de fer. Mon téléphone vibrait souvent sur l'établi, affichant le prénom de ma fille, Élodie. Parfois le soir, je voyais des dizaines d'appels manqués, des messages vocaux, où sa voix passait de la colère à la supplication, puis au désespoir pur. C'était le moment le plus difficile. Chaque fibre de mon corps de mère me poussait à décrocher, à lui dire que tout irait bien, à lui envoyer un chèque pour effacer ses larmes. Mais je savais que si je cédais, je la condamnais à rester cet enfant gâté et cruel. Pour qu'elle se trouve enfin, je devais accepter d'être à ses yeux celle qui l'avait abandonnée. Je n'étais pas tout à fait aveugle pour autant. Maître Lefebvre, mon notaire, me tenait informé de la situation à Paris. Il me racontait, avec cette distance professionnelle qui lui est propre, comment ma fille Élodie avait dû vendre ses sacs de marque, un par un, pour payer l'électricité et les charges de l'appartement. Il m'a dit qu'elle avait fini par trouver un emploi de serveuse dans une brasserie bruyante du quartier de la Bastille. Elle, qui ne supportait pas qu'un serveur mette trop de temps à lui apporter son verre d'eau, devait maintenant courir entre les tables, essuyer les remarques désobligeantes des clients pressés et compter ses pourboires pour pouvoir s'acheter un ticket de métro. Parfois, Maître Lefebvre m'envoyait des photos prises de loin. Je voyais ma fille Élodie sortir du travail à minuit, les traits tirés par l'épuisement ses mains, autrefois si soignées maintenant rougies, par l'eau de vaisselle et le froid. Mon cœur se serrait une douleur sourde, qui ne me quittait jamais vraiment. Je la voyais attendre le bus sous la pluie serrée, dans un vieux manteau qui n'avait rien d'une pièce de créateur. Elle découvrait enfin ce que signifiait gagner sa vie centime par centime, heure par heure. Elle découvrait la valeur de cet argent,
qu'elle avait jeté par les fenêtres pendant 15 ans, sans jamais se demander d'où il venait. Le temps passait et les messages changeaient de ton. Il n'y avait plus de menaces, plus d'exigences. Un soir de novembre, j'ai reçu un message vocal différent. Sa voix était calme, posée, mais empreinte d'une tristesse infinie. Maman, disait-elle simplement, « J'ai mal aux pieds. Je n'avais jamais compris pourquoi tu rentrais si fatiguée le soir quand j'étais petite. Je croyais que c'était parce que tu ne m'aimais pas assez pour rester avec moi. Maintenant, je comprends que c'était parce que tu m'aimais trop. Pardon. » J'ai écouté ce message en boucle, les larmes coulant enfin sur mes joues, sentant que la carapace de glace commençait à se fissurer. Quelques jours plus tard, en rentrant de mon cours de poterie, j'ai trouvé un paquet déposé devant ma porte. Ce n'était pas une boîte de luxe, mais un simple panier en osier. À l'intérieur, il y avait un immense bouquet de fleurs fraîches, des fleurs de saison colorées et odorantes dont le parfum a immédiatement envahi le vestibule. Il n'y avait pas de carte de visite de grand fleuriste, juste un petit morceau de papier arraché à un carnet de commandes de restaurant. Dessus, elle avait écrit de sa main avec ma première vraie paix. Ce sont des vraies mamans. Et elles sont pour toi. Je suis restée un long moment à contempler ce bouquet. Ces fleurs représentaient des dizaines d'heures de service, des centaines de plateaux portés des sourires forcés devant des clients difficiles. C'était le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu, bien plus précieux que n'importe quel diamant de la place Vendôme. Élodie avait enfin compris que la valeur d'un geste ne résidait pas dans le prix affiché, mais dans le sacrifice qu'il représentait. Elle ne cherchait plus à briller aux yeux du monde. Elle cherchait à réparer le lien qu'elle avait elle-même brisé. Le soir même, j'ai trouvé une lettre glissée dans ma boîte aux lettres, une lettre manuscrite longue de plusieurs pages. Elle me racontait ses journées, sa solitude, les trahisons de Bastien et le silence méprisant de sa belle-mère Geneviève. Mais surtout, elle me parlait de ses souvenirs d'enfance, sous un nouveau jour. Elle se souvenait maintenant des petits déjeuners que je préparais en hâte avant de partir au bureau des vêtements, qu'elle trouvait toujours propres et repassés de la sécurité dont elle n'avait jamais eu à se soucier. Je sais maintenant que j'ai été un monstre de vanité, écrivait-elle. Je ne te demande pas de l'argent, maman. Je te demande juste une chance un jour de te montrer que j'ai compris. Je me suis assise près de la cheminée, la lettre à la main, regardant les flammes danser. La colère s'était envolée, remplacée par une immense lassitude, mais aussi par un espoir fragile. J'avais réussi mon pari le plus risqué, j'avais perdu ma fille pour mieux la retrouver. Elle n'était plus la princesse de papier que j'avais nourrie. Malgré moi, elle devenait une femme, une vraie. La route serait encore longue. Les dettes étaient encore là. Et les blessures mettraient du temps à cicatriser. Mais pour la première fois depuis des années, la fin de l'histoire ne me faisait plus peur. J'ai pris un stylo et une feuille de papier. Je n'ai pas écrit beaucoup. J'ai simplement noté une adresse et une heure. « Viens prendre le thé dimanche », ai-je écrit. Il y a encore beaucoup de choses que nous devons nous dire. Mais cette fois, nous le ferons sans masque et sans diamant. J'ai glissé la feuille dans une enveloppe, sentant que le chapitre de la vengeance se fermait pour laisser place à celui de la reconstruction. Le lac dehors était d'un bleu profond sous la lune, et pour la première fois le silence de ma maison ne me semblait plus être un vide, mais une promesse. 6 mois s'étaient écoulés depuis ce soir d'orage, où les lumières s'étaient éteintes sur la vie d'illusion de ma fille. Un dimanche après-midi, alors que le soleil déclinait doucement derrière les montagnes, entourant le lac, j'ai entendu le crissement familier des graviers sur le chemin devant ma maison. Je n'ai pas eu besoin de lever les yeux de mon tour de potier pour savoir qui c'était. Élodie marchait lentement. Elle n'était pas descendue d'une voiture avec chauffeur.
Mais elle était venue à pied depuis la petite gare du village, son sac à dos sur l'épaule. Elle portait un jean simple et un pull en laine un peu usé, loin des soies et des satins de sa vie d'autrefois. Lorsqu'elle est arrivée sur la terrasse, elle s'est arrêtée, observant mes mains couvertes d'argile. Ses propres mains que je voyais maintenant de près étaient marquées par le travail, mais elles n'avaient plus cette fragilité artificielle qui m'avait tant agacée par le passé. « Bonjour maman », a-t-elle dit d'une voix douce, presque timide. Je me suis essuyé les mains sur mon tablier et je me suis levée. « Bonjour Élodie », ai-je répondu en la regardant droit dans les yeux. Elle a fouillé dans sa poche et en a sorti une petite enveloppe blanche un peu froissée. Elle l'a posée sur la table de bois entre nous deux, avec une solennité qui m'a touchée. « C'est pour la dette, maman », a-t-elle murmuré. « Il y a $100 à l'intérieur. C'est tout ce que j'ai pu mettre de côté ce mois-ci, après avoir payé mon loyer et mes factures. Je sais que c'est dérisoire par rapport aux 412 000 €. Mais je voulais que tu saches que je n'ai pas oublié. C'est le premier remboursement d'une longue liste, même si cela doit me prendre toute une vie pour arriver au bout. » J'ai regardé l'enveloppe, puis j'ai regardé ma fille. Elle ne me demandait rien. Elle n'attendait aucune récompense, aucune pitié. Elle assumait simplement sa responsabilité. « Garde ton argent, Élodie », ai-je dit en repoussant doucement l'enveloppe vers elle. « Non, maman, s'il te plaît, prends-le », insista-t-elle avec une fermeté nouvelle. « J'ai besoin de savoir que je commence à réparer ce que j'ai cassé. Ce n'est plus une question de chiffres, c'est une question de respect pour toi et pour tout ce que tu as construit. » J'ai fini par hocher la tête et j'ai glissé l'enveloppe dans la poche de mon tablier. « Viens, entre, je vais préparer du thé. » Hey, ai-je proposé en lui ouvrant la porte de ma modeste maison. Nous nous sommes assises dans la cuisine, devant 2 tasses de thé fumant. Il n'y avait pas de petit four sophistiqué, juste quelques biscuits secs que j'avais faits la veille. Nous n'avons pas parlé de Geneviève, ni de Bastien qui avait disparu dans la nature après avoir été mis en examen pour ses détournements. Nous avons parlé de choses vraies, de la difficulté de se lever tôt pour aller travailler, de la satisfaction d'avoir bien servi un client du prix du pain qui augmente. Élodie me racontait ses journées à la brasserie, avec une humilité qui me remplissait d'une fierté que je n'avais plus ressentie depuis sa petite enfance. Je me suis rendu compte en l'écoutant que le plus beau héritage que je pouvais lui laisser n'était pas caché dans un coffre-fort ou sur un compte en banque. C'était cette force de caractère, cette capacité à se relever après une chute, cette dignité dans l'effort que je lui avais transmise sans le savoir. Le luxe l'avait corrompu, mais la réalité l'avait sauvé. Nous ne reviendrions jamais à notre vie d'autrefois, et c'était tant mieux. Notre relation n'était plus basée sur un carnet de chèques, mais sur une estime mutuelle durement gagnée. Alors que le crépuscule tombait sur le lac, Élodie s'est levée pour repartir. Elle devait prendre le dernier train pour Paris, pour être à son poste le lendemain matin à 6 heures. Je l'ai accompagnée jusqu'au portail. « Merci d'être venue », ai-je dit en posant ma main sur son épaule. « Merci de m'avoir reçue, maman », a-t-elle répondu, en m'embrassant sur la joue. C'était un baiser sincère, sans arrière-pensée. Je l'ai regardée s'éloigner sur le chemin, sa silhouette se fondant peu à peu dans l'ombre des grands arbres. Elle marchait la tête haute d'un pas assuré. Je suis retournée m'asseoir sur ma terrasse, seule avec le silence de la nuit qui commençait. J'ai regardé l'horizon, où les dernières lueurs orangées se reflétaient sur l'eau calme. Je me sentais incroyablement légère, libérée d'un poids que je portais depuis trop d'années. J'avais agi avec dureté, j'avais été Hung, comme certains l'auraient dit. Mais c'était le prix à payer pour retrouver ma fille
et ma propre paix intérieure. L'argent n'est qu'un outil, mais les valeurs sont le seul véritable patrimoine que l'on emporte avec soi. Que feriez-vous à ma place? Continueriez-vous à protéger vos enfants, au risque de les perdre? Ou auriez-vous le courage de couper les ponts pour les aider à grandir? Parfois, la plus grande preuve d'amour est de savoir dire non, même si cela doit briser le cœur de tout le monde pendant un temps. J'ai fermé les yeux respirant l'air frais des montagnes. La banque de la charité était définitivement fermée, mais celle du respect mutuel venait d'ouvrir ses portes, et son capital était désormais inestimable.